Bonjour tout le monde et bienvenue à Urgence économique. Le point de départ de l'épisode d'aujourd'hui est le grand chantier royal de la généralisation de la protection sociale, qui va profiter à plus de 22 millions de Marocains qui vont pouvoir être intégrés dans les prestations fournies par l'AMO. Mais des questions se posent quant à la faisabilité de ce chantier-là, quant aux défis, aux perspectives à venir, et également les solutions que l'on peut proposer dans le cadre du grand débat public. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir un invité qui est au fait de ces questions-là, et j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Saad Tchaoujni. Bonjour. Bonjour. Donc je rappelle que vous êtes consultant et conférencier spécialisé en stratégie de santé et de protection sociale. Alors, pour aborder le thème, il y a différents volets que l'on peut aborder. Donc l'un des premiers, après c'est à vous de voir, ça peut être la question du financement, où on peut commencer par la question des ressources humaines nécessaires à la réussite d'un de tes projets. Qu'en est-il du financement? Alors on parle d'une enveloppe de 51 milliards de dirhams annuels qui va être allouée à ce grand projet. Est-ce réaliste? Est-ce tenable dans la durée? La ventilation des différentes composantes de ces 51 milliards sont-elles bien réparties ou non? Oui, merci pour l'invitation. C'est un chiffre, si on commence par le financement de la généralisation de la protection sociale dans la partie assurance maladie, normalement concernée les 2 premières années. Elle a pris fin en janvier 2023. Donc, c'est 51 milliards ventilés, 20 milliards pour les allocations familiales. Oui. 16 pour la retraite, 14 pour l'assurance maladie et 1 milliard pour l'indemnité pour perte d'emploi. Perte d'emploi, ce n'est pas chômage. Ouais, pas du tout la même chose. Ouais. On est bien loin et le Maroc a fait beaucoup de réserves pour que le mot chômage ne figure pas. Donc, telle qu'elle est servie, cette indemnité, elle est très basse. D'ailleurs, le gouvernement ne donne pas de chiffres en termes d'objectifs. Alors qu'il a donné des objectifs en ce qui concerne l'assurance maladie, 22 millions, 11 millions de ramidistes et 11 millions des démunis et 11 millions de travailleurs non salariés. Mais ce financement répartit donc déjà les pourcentages, 39% pour les allocations familiales me semble un peu excessif, puisque l'allocation familiale, dans un benchmark, ne représente que 8 à 10%. Normalement, les 3 plus grandes branches de la protection sociale sont la retraite, la maladie et après le chômage. Donc cette hiérarchie, elle provient d'un benchmark comparatif entre différents pays. Mais notre choix et ce plan de financement, puisque en fait la loi qui parle de la généralisation de la protection sociale, la loi 09-21, a exclu les travailleurs salariés. Elle ne parle que de 11 millions de travailleurs non salariés, de 11 millions de démunis. Mais juste pour comprendre, si vous permettez, pour que les auditeurs nous suivent. Quand on parle du fait qu'elle a exclu les salariés, c'est en partant du principe que tout salarié dans le secteur formel, par définition, devrait être déclaré à la CNSS et à l'AMO. Oui, c'est l'idée, enfin théorique en tout cas. Théorique, la pratique, c'est autre chose, mais théoriquement... En pratique, on a les chiffres, et même il y a des pratiques au Maroc qui sont hallucinantes. C'est-à-dire que même quand une multinationale arrive au Maroc pour investir, on lui dit comment optimiser, on l'optimise fiscalement et on leur dit déclarer 18 jours et 1800 dirhams. Et beaucoup de gens sont très mal déclarés, qui n'atteignent pas le nombre de jours nécessaires pour avoir droit à la retraite et parfois pour avoir les droits ouverts dans l'assurance maladie. D'ailleurs, ce régime des travailleurs salariés dégagé en fin 2021 41 milliards de dirhams. D'excédent. D'excédent. Est-ce que l'assurance maladie des travailleurs salariés était destinée à réaliser cet excédent et que ce soit placé à la CDG ou ailleurs pour servir à d'autres investissements que dans l'intérêt des travailleurs salariés? Mais l'excédent, juste pour comprendre, il n'est pas destiné uniquement à couvrir les travailleurs par rapport à la maladie, mais également pour garantir la pérennisation du système de retraite.
Les systèmes de retraite, c'est 53 milliards. C'est un autre excédent D'accord, qui c'est est à un la autre excédent. CDG. D'accord. Et même, que la CNSS, un établissement public, réalise un tel excédent, ça donnerait envie, ça ferait rêver même les compagnies d'assurance privée, la maladie. C'est-à-dire que les gens sont mal déclarés et que la plupart ne peuvent pas bénéficier alors qu'ils cotisent en même temps. Ils sont déjà les taux les remboursements se font sur la base d'un tarif national de référence 2006. de 2006. L'exemple de l'AREA est très connu, c'est 1500 dirhams. Le remboursement de 70%, c'est 1050 dirhams. Mais les gens payent 8000, 9000, 7000. On rembourse combien quand on donne 1000 dirhams? On prend du 10%, du 20%, du 30%. Donc, il y a des gens qui dépensent des 50 000 dirhams et qui sont remboursés à 17 000 dirhams quand il y a un cas de REA. Déjà, il fallait actualiser le tarif de l'AREA, peut-être à la hausse et des consultations, mais pas nécessairement la chimiothérapie et les grandes opérations de chirurgie cardiaque sont très bien remboursées, parfois même mieux qu'en Europe. Donc tout n'est pas mauvais. Bien sûr. Parfois, il y a des médicaments aussi qui sont plus chers au Maroc qu'en Europe, en Belgique ou en France. C'est-à-dire qu'il faut avoir une veille tarifaire. Tout ça fait que les travailleurs salariés qui ont, pour la plupart, SMICAR, ils n'ont pas les moyens d'aller se payer une consultation et des soins externes qui coûteraient dans les 2000 dirhams ou 1500 dirhams et d'attendre le remboursement et parfois avec des exclusions sur la base du générique le moins cher ou autre. Donc, beaucoup de gens renoncent aux soins chez les travailleurs salariés. La réflexion devait porter sur tout ce qu'on a vécu, puisqu'il y a une expérience marocaine. La CNSS a géré le dossier des travailleurs salariés et on a vu qu'il y avait un excédent. Est-ce que l'État n'était pas intéressé plutôt par l'excédent que par... Et même maintenant, c'est-à-dire faire passer le taux de remboursement de 70% à 80%, ne coûterait rien à la CNSS. Pas beaucoup, il y aurait toujours un excédent de 35%. Moins important, voilà, mais un excédent quand même. Mais si on était vraiment dans l'objectif de la couverture sanitaire universelle, c'est qu'on doit réduire les difficultés financières ou consécutives à des soins. Maintenant, le conseil d'administration de la CNSS a pris une décision début 2020 pour faire passer ce taux à 20%. D'accord. Le ministère des Finances brandit toujours les équilibres financiers et il n'autorise pas à ce qu'on change le taux, qu'on améliore le remboursement, qui est bas, alors que chez les fonctionnaires logés chez la CNOPS, le taux est de 80%. Pourquoi des travailleurs, les salariés du secteur privé, ont une moins bonne couverture que les fonctionnaires? Ça crée une asymétrie entre les... Il y a une asymétrie. Pourtant, on a une constitution qui parle de l'égal accès. On a la loi 6500 qui parle de l'égalité. Et quand on a fait les décrets d'application, on a donné des taux de cotisation inférieurs aux fonctionnaires et on n'a pas donné la même chose aux salariés. Les salariés du privé, ils n'ont pas de plafond, les autres ont un plafond. On a essayé de faire la couverture médicale des parents des fonctionnaires. On ne l'a pas laissé pour les parents des salariés privés. Que les fonctionnaires se servent mieux, mais ce que je ne comprends pas je fais beaucoup de droit public, c'est qu'il y a un principe, il y a une hiérarchie des normes juridiques. La Constitution d'abord. Aucune loi ne peut déroger à ces principes constitutionnels. Puis le bloc de l'égalité. La loi a parlé d'égalité et on arrive à la fin, un décret qui déroge à tout. Tout à fait. Et c'est anormal que quelqu'un dans la fonction publique qui touche 65 000 dirhams paye, ou 200 000, hein. Il y en a dans les hauts postes. Les très hauts postes, il paye 400 dirhams. Quand il est logé chez la CNOPS, s'il était dans le secteur privé, il paierait 6 000 ou 7 000 dirhams de cotisation. Tout ça, il faut être pointueux sur le principe d'égalité, qui est un grand principe. Donc on a évoqué deux principes de base. Le premier, c'est la ventilation du budget. Enfin, le budget en lui-même n'est pas remis en cause, mais c'est la hiérarchie des composantes et des blocs qui peut être questionnée. En tout cas,
Le deuxième élément, c'est l'asymétrie qu'on trouve entre le public et le privé. Alors le but n'est pas de reprocher au public, tant mieux s'il il profite, mais C'est d'aligner. voilà, d'aligner, d'élever un peu le niveau de remboursement au niveau du privé dans une perspective égalitaire et conforme à la loi, autant à la Constitution qu'à la loi. Maintenant, est-ce que le Maroc a les moyens en termes de ressources humaines pour mener à bien ce projet-là? Excusez-moi, puisque j'ai encore une petite remarque Oui, sur bon. le financement. C'est qu'on a parlé de 51 milliards sur un plan de quinquennal, donc x5. Mhm. On est à 255 milliards de dirhams. L'État, 23 milliards de dirhams, va financer 23. Oui, Et le le privé. secteur privé, 28 x 5 égale 140 milliards de dirhams. Est-ce que c'est faisable? Vu l'état actuel des choses. La faisabilité de ce plan de financement est vraiment questionnable. Et le deuxième aspect, c'est que c'est les 23 milliards de l'État. Parce que j'étudie tous les budgets de l'État depuis longtemps. Il n'y a aucune trace de 23 milliards de dirhams dans les budgets 2020, 2021, 2022, 2023. Même en 2020, le fonds d'appui à la protection sociale et à la cohésion sociale était de 10 milliards 200 millions. Et les 3 dernières années, il n'y a que 10 milliards de dirhams. Ce fonds d'appui concerne 140 programmes sociaux de l'État. Il y a le programme d'ARM, l'Aramil, les veuves, il y a le programme Tessir, il y a 1 million de cartables, il y a les personnes en situation de handicap, puis il y a le RAMED. Oui. 10 milliards. Pour situer le budget de l'investissement public au Maroc, entre le budget général, l'établissement public et les collectivités locales, on est à 300 milliards de dirhams. En 2023, on était à 190 milliards en 2017. Donc, ce budget n'arrête pas de progresser. Ouais, et ça se traduit par un déficit budgétaire. Il est financé par des prêts, il y a d'autres moyens que l'État. Il y a une ingénierie que le Maroc sait très bien faire dans les grands projets structurants, comment on fait les études stratégiques, les incubateurs et comment on lève des fonds à l'international. Et c'est louable. J'ai toujours défendu cette démarche. D'ailleurs, c'est une réussite et que le Maroc déploie même hors du pays, un peu dans tous les pays africains amis. Donc la méthodologie est questionnable. C'est impossible de 10 milliards de dirhams, 140 projets. On donne par exemple pour Tissir, pour les enfants dans le primaire, 60 dirhams par mois. Dam al-Aramil, c'est 350 dirhams par mois par orphelin dans une limite de 3. Si vous avez une veuve, elle a 4 ou 5, ou ici ils sont 6 avec la maman, elle aura 1050 dirhams pour 6 personnes. Donc on nous parle de ciblage, il y aurait des gens qui trichent pour toucher 60 dirhams ou 350 dirhams. Et franchement, tout ce qu'on fait dans le ciblage, dans le registre social unifié, c'est une machine à gaz, parce qu'il n'y a que 10 milliards de dirhams. Dans ces 10 milliards de dirhams, normalement, en 2023, l'État a promis 9,5 pour l'AMO Ramed, AMO Tadamoun. Et 500 millions pour les PSH, les personnes en situation de handicap. Comment le Maroc va financer les allocations familiales censées démarrer en 2023? Il y a 10 milliards. Et je ne sais pas la gymnastique faite pour... il n'y a pas de changement. Ce plan de financement, s'il était crédible, il aurait été présent dans le budget. Dans les budgets. Peut-être en 2024. Je le souhaite. Il y a eu un accord hier avec la Banque mondiale. On va voir. Mais même, on a créé des taxes sur les pneumatiques, les batteries et tout, destinées au fonds d'appui. On ne les retrouve pas dans le fonds d'appui. Ils sont ventilés ailleurs pour d'autres postes budgétaires. On les a prélevés pour l'AMO. On ne les retrouve pas dans le fonds d'appui. Où est-ce qu'ils sont partis? Donc dans le plan de financement,
il y a des questions, il y a des interrogations légitimes. Hein. Oui, tout à fait. Peut-être que C'est le l'État... débat public et puis l'État doit apporter des réponses également. on est dans une conjoncture très mauvaise, Oui. Que ce soit la sécheresse, que ce soit l'inflation. Il y a les conséquences du Covid sont toujours là. Donc, normalement, avec autant de difficultés, on aurait pu allonger l'échéancier et le programme, au lieu qu'il soit quinquennal à l'horizon 2025, on le mette à 2028 ou 30. Tout le monde comprendrait la faisabilité, la difficulté pour l'État pour tout financer. Oui. C'est vrai que le Maroc court plusieurs chantiers et celui-là, il ne met pas les moyens. Même quand il les met dans un plan de financement, on ne les retrouve pas dans le budget. Et je m'interroge sur le secteur privé dans le contexte actuel, s'il peut capable de mettre du 28 milliards de dirhams par an. Comment ça sera fait alors qu'on sait, par exemple, pour les travailleurs non salariés, l'État avance, les ministres avancent que nous sommes à 70% de l'objectif en termes de bénéficiaires, qui est de 70% de 11 millions. En se basant sur des travailleurs non salariés, c'est-à-dire les indépendants, les commerçants, les avocats, les médecins et tout, que nous serions à 2,4 millions. Avec les bénéficiaires, nous sommes à 7 ou 8 millions. Mais en fait, ça, c'est des statistiques qui sont venues des listings qui ont été envoyés par des organismes de liaison. Ça veut dire quoi, l'organisme de liaison, c'est quelque chose c'est un concept très mal défini, qui se trouve dans la loi 98-15, où on a, au lieu, par exemple, je vous donne un exemple, dans les travailleurs du secteur privé, c'est la CNSS qui joue le rôle dans l'assujettissement, c'est-à-dire on contrôle combien il y a de personnel, combien sont déclarés. Qui est déclaré, qui n'est pas. Là, ce rôle, la CNSS n'avait pas les moyens de le faire pour les travailleurs non salariés, parce que c'est un individu. S'il faut faire le tour de tout le monde, voir s'il paye ou non, alors l'État a décidé, ou les rédacteurs de la loi 98-15, des organismes de liaison. Ils sont de plusieurs sortes. Il y a les ministères, le ministère de l'artisanat dont ils sont listing, de l'agriculture et tout. Il y a les ordres des médecins, des avocats, des dentistes ont donné, mais ils ont beaucoup de difficultés eux-mêmes, même si ces métiers-là ne sont que, on est même moins de 100 000. Entre les architectes, les experts et tout, on est moins de 100 000. Mais déjà, cette catégorisation, parler avec les travailleurs non salariés, les commerçants, parler avec négocier avec eux le forfait, combien de fois le SMIC. Tout ça, dans la méthodologie, a existé déjà dans la loi dont je parle tout à l'heure, qui a été lancée en janvier 1996 et qui a été adoptée en juin-juillet 2017. Donc, l'actuel gouvernement n'a fait que reprendre cette loi. Mais il a accéléré le rythme des décrets. Ils disent on a atteint 22, 29. Et c'était une statistique importante de connaître le nombre de décrets publiés fixant la base. Donc, je reviens aux organismes de liaison. Ce n'est pas dans leurs attributions que de faire, par exemple, des listings. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont donné des listings en estimant. Les chiffres se sont avérés totalement... C'est-à-dire que l'organisme de liaison a donné à la CNSS, et il y a 700 000 ou 500 000 dans une catégorie donnée. La CNSS a dit on a couvert 700 000. Mais les gens n'ont pas rempli. Les gens n'ont pas rempli un formulaire, n'ont pas déclaré le nombre d'enfants, n'ont pas donné leur numéro de téléphone. Même la CNSS n'a pas pu les contacter puisque ces listings étaient incomplets. Et on a réclamé à des gens de payer des cotisations sur les 2 dernières années, et alors qu'ils ne savaient pas, les gens ne savaient pas qu'ils étaient couverts.
Donc, ces listings étaient pas de bonne qualité et n'ont pas permis... Donc, au final, on a déclaré qu'on était à 70% des travailleurs non salariés en termes de bénéficiaires. En fait, il n'y a que 245 000, 250 000 de personnes ayant cotisé et qui ont les droits ouverts, qui peuvent présenter un dossier de remboursement. Médical, oui. Donc, entre les chiffres, moi, c'est statistiques. Il y a deux types de statistiques, les statistiques de paiement et les statistiques de listing. Et tout ça crée de la confusion chez les chercheurs, chez nos étudiants. Et même, on ne peut pas passer devant le Parlement, devant les représentants du peuple et leur dire qu'on allait atteindre 100% en fin 2022. Maintenant, l'Agence nationale d'assurance maladie dit qu'il n'y a que 74%. En fait, le chef du gouvernement dit qu'on était passé de 42 à 100%. Donc, il reconnaît qu'on n'était que 42%. Alors qu'avant, l'ANAM disait qu'on était à 70, 72%. Maintenant, ces chiffres créent de la confusion. Je crois que pour avoir une crédibilité, il faut qu'il y ait une autorité qui nous donne des chiffres crédibles. Fiables et vérifiables. Alors, si vous permettez, parce qu'on est limité par le temps, là, ce volet est extrêmement important, c'est celui des droits auxquels doivent prétendre les citoyens et la question de l'identification des gens qui pourront en profiter, qui pose problème parce qu'il y a des différentes méthodes, des listings qui ne sont pas forcément un reflet de la réalité. D'ailleurs, souvent, c'est très loin d'être le cas. Maintenant, le deuxième volet. Imaginons qu'on atteigne 100% à tous les niveaux, je ne sais pas, dans 4 ans, 5 ans, imaginons. Il y a l'autre volet, est-on capable de leur fournir ces prestations? Parce que si on atteint cet objectif de totalité, une couverture totale, c'est que tout le monde va payer, tout le monde va cotiser. Mais maintenant, est-ce que tout le monde pourra profiter de ce pourquoi il paye? En termes de couverture médicale, en termes de ressources humaines, de nombre de médecins, de nombre d'infirmiers? Exactement, vous posez une excellente question, parce qu'elle est d'ailleurs conforme à la définition de la couverture sanitaire universelle par l'OMS, qui se résume à une question. C'est-à-dire que chaque citoyen devrait avoir une prestation de qualité quand il en a besoin, où il en a besoin, en ayant les produits et des hommes compétents, et sans que ça ne constitue une difficulté financière qu'il soit obligé de vendre maison, ses biens, la voiture, ou l'épargne d'une vie, ou qu'il en prive ses enfants. J'ai assisté à beaucoup de cas douloureux comme ça. Donc, est-ce qu'au Maroc, on peut répondre à cette question? Et la première question... Déjà, est-ce qu'on adhère à cette définition-là de l'OMS? On utilise très bien le concept. Tout le monde va vous parler de Taghtiyya Sihhiyya Shamila. D'accord. Nous avons un système et un régime assurantiel. Nous fonctionnons comme des assurances. Nous avons des excédents. Nous avons des garanties plafonnées. Nous avons des tarifs figés. Mais par contre, les cotisations progressent chaque année du fait de la progression normale de la masse salariale. Oui. Donc, pour aller dans cette définition il y a 6 éléments pour la CSU selon l'OMS: qualité des prestations, les hommes, les produits, l'information médicale. 5e élément, c'est le financement. 6e, c'est la gouvernance. Le Maroc a commencé par le financement, par les cotisations obligatoires. Mais est-ce que la prestation est présente dans tout le territoire marocain, dans toutes les régions, les communes et les provinces? Non, il y a des déserts médicaux, comme on les appelle. Oui, il y a des déserts médicaux, mais c'est surtout... on a un manque aigu. Déjà, l'OMS nous a indiqué depuis 2006. 100 000 habitants. 2006, on était très, très, très mauvais. Le Maroc s'est engagé à former 3300 médecins. Il n'en a formé que 1500 par an. Et dont la moitié partait à l'étranger. C'est-à-dire que nous avons à peu près un tiers au Maroc, un tiers dans le secteur public, un tiers dans le secteur privé et un tiers à l'étranger. Autour de 13 000, 14 000 médecins par catégorie. Donc les salaires servis sont très bas. Les médecins étaient notamment dans le public. Dans le public. Quand je parle de salaire, généralement le On est à quoi? On est à du 8 000 dirhams on était à 8 000 et quelques. C'était l'équivalent d'un master. Oui. C'était pas l'indice 509, un doctorat en médecine
ne valait pas un doctorat en lettres, en géographie ou en études islamiques ou autre, en langue. Donc, ils étaient très mal rémunérés. Et on a changé ça, il y a un accord. La moitié des médecins vont toucher, ils vont passer à l'échelle 11 à l'indice 509, mais l'autre moitié ne les touchera qu'en 2024. D'accord. Et il y a des manifestations partout actuellement dans les CHU. C'est les indemnités de garde et d'astreinte qui sont très basses pour une astreinte de 16 heures en gynécologie et de 86 dirhams brut en 2023. Et il y a des manifestations hier où les infirmiers, déjà ils ne sont pas rémunérés de la même manière dans toutes les régions du Maroc. Même dans le public. Aujourd'hui dans le public, car ils touchent 4000 dirhams par trimestre et parfois ils la donnent à un infirmier sur 8. D'accord. Un infirmier par service, alors qu'ils sont tous là à faire des gardes. Tout à fait, le même travail. Le même travail et pas dans les mêmes régions. Et il y en a qui n'ont rien touché depuis 2016. Donc, ces infirmiers du secteur public, ils sont d'ailleurs très bien formés. On n'arrive pas à en former tout à fait. au même niveau ailleurs. Et d'ailleurs, beaucoup partent à la retraite et il y a la question de la relève qui est problématique. Mais ils sont très, très prisés. Ils sont demandés privé, partout dans le monde. Au Canada, en France, en Suisse, en Allemagne et maintenant même en Autriche. 3 000, 4 000 euros, des conditions de travail, de formation continue et de progresser. Il peut même devenir médecin, un infirmier en Europe. Il y a des passerelles pour changer, pour des conditions de carrière. Pour s'installer dans certaines régions en France, on vous donne un cabinet équipé, 6 mois de loyer gratuit, on peut vous donner des avantages fiscaux. La commune s'ingénie à faire venir des médecins dans les déserts médicaux. Ils offrent des avantages que le Maroc n'offre pas. Puisque nos professionnels de santé partent, est-ce qu'on en fait venir? Il y a une volonté de faire venir du Sénégal, d'autres pays étrangers pour combler le manque. Il y a une concurrence mondialisée. C'est ça le problème. Et, en leur faisant miroiter des petites sommes, le choix est vite fait. Même les Marocains quittent. Donc les étrangers, et on a les chiffres officiels, on n'a pas fait venir plus de 50 médecins depuis qu'on a changé la législation, étrangers. Après, soyons un peu réalistes, c'est-à-dire on a le Maroc qu'on a et on a les moyens que l'on a en termes de capital humain. On peut décréter beaucoup de choses, on peut décréter un budget, on peut décréter une loi, mais on ne peut pas décréter un capital humain. Là, il faut de la durée, la temporalité de la formation n'est pas celle d'une loi, il faut 5 ans, 8 ans, 9 ans pour les spécialités, etc. Donc, doit-on réellement attendre l'année où on aura une couverture totale de tout le territoire et juste là entamer une généralisation, ou doit-on faire avec ce qu'on a? On essaie de généraliser déjà ce qu'on a en termes de moyens, et puis en parallèle, tenter d'accélérer le rythme de formation et le nombre de médecins formés, d'infirmiers formés, etc. Doit-on faire preuve de réalisme, mais pas attendre d'avoir tout l'alignement planétaire avant de généraliser? Bien sûr, non, totalement d'accord, il y a des solutions. En France, il y a les infirmiers de pratique avancée qui sont des bac+5. On a permis à des infirmiers spécialisés dans l'autopsie, dans l'anesthésie, les opticiens et tout, de faire des petites prescriptions. Mais au Maroc, on a les corps qui se mobilisent et qui ne laisseraient pas les opticiens faire les mesures pour mettre des lunettes. Capables de le faire. Ils sont capables de le faire. Si c'est à Casa, peut-être ça peut gêner, mais il y a des endroits où il n'y a même pas d'ophtalmo. On peut laisser un opticien prendre la mesure et non pas demander à un citoyen de prendre le car de faire 400 ou 300 km. Pareil pour le rôle de l'infirmier qui peut avoir un rôle beaucoup plus important. Le rôle de la sage-femme, en Europe, elles font des prescriptions. Font des ordonnances. Le rôle du pharmacien également. Il y a beaucoup de choses que le Maroc peut faire. Il y a des modèles, il y a des choses qui ont réussi ailleurs. Mais est-ce que l'État a les moyens de forcer la chose de convaincre déjà parce que certains lobbies sont plus puissants que l'État. On le voit, les lobbies obtiennent des choses que les citoyens n'obtiennent pas. Donc,
Il y a des solutions. Mais le nouveau modèle de développement, même l'État, maintenant, ils annoncent parmi les chiffres aussi incroyables qu'on va passer de 17 professionnels de santé pour 10 000 à 24, 25. C'est-à-dire pratiquement, on va augmenter de 50% en 3 ans. Le nouveau modèle de développement, que tu aimes beaucoup, 2025, il parle d'augmenter de 50%. Et il parle également dans le nouveau modèle, parce qu'il est question de le critiquer aussi, parce que les Marocains, les ménages payent 60% jusqu'à aujourd'hui, 63% si on inclut les cotisations, des dépenses totales de la santé. L'État ne dépense que 25%. Donc, c'est les ménages au Maroc qui supportent l'essentiel. Pour la commission du nouveau modèle, il faut faire passer le taux de 60% à 30% en 2035. Si on laisse 30% dans certaines pathologies, c'est énorme. Oui. Donc, le nouveau modèle, la commission a proposé ces formations, a proposé de réduire l'out of pocket, les restes à payer par les malades, à 30%. Alors que dans certains pays d'Amérique du Sud ou un peu partout, dans les pays qui ont un vrai système universel, la part des malades ne dépasse pas 5-10%. Marginal. Marginal, nous, c'est 63%. Ça n'a pas changé. C'est-à-dire... Donc, c'est au détriment du pouvoir d'achat, au détriment d'autres dépenses qui pourraient profiter à l'économie. Après, il y a la question de l'augmentation du nombre de médecins, mais après, il y a la deuxième question, celle de la concentration des médecins. Parce qu'on aura beau les doubler, si ils se retrouvent toujours entre l'axe Tanger, Marrakech, Agadir, en passant par Casa, et que la périphérie du Maroc n'en profite pas. Donc, il y a une logique territoriale également adoptée. Comment convaincre, et je peux comprendre, comment convaincre un médecin à aller s'installer dans une région où il n'y a pas d'école pour ses enfants, où il n'y a pas de lieu de loisirs, où il n'y a pas un cadre de vie dans lequel il peut se projeter. Donc même les régions devront avoir un rôle à jouer. Et puis le deuxième élément, je pense qu'on va conclure avec ça, il y a un élément d'urgence, c'est-à-dire que l'on est dans une logique de dynamique démographique, d'inversion, d'un début peut-être d'inversion de la pyramide des âges, puisque l'indice de fécondité aujourd'hui est de 2,2, 2,3, 2,1, ça dépend des régions et de l'urbanité, de la ruralité. Donc on est en train d'achever la transition démographique, et puis on a un vieillissement de la population dû à l'augmentation de l'espérance de vie à la naissance qui heureusement augmente d'année en année. Donc on n'a peut-être pas le temps jusqu'à 2035, pour penser des éléments comme ça. Bien sûr, et on a aussi une transition épidémiologique, parce que les maladies chroniques, les maladies chroniques sont là, elles nécessitent plus de ressources humaines. Le diabète, l'hypertension. Et l'hypertension, il y a beaucoup de choses qui vont ensemble. Donc, il faut une réflexion globale, stratégique, bien sûr, pour tenir compte de tout ça. Mais pour revenir... l'installation de comment attirer, il y a des moyens. On a vu au Bénin, dans une commune, des gens proposaient des compléments de salaire, proposaient un logement, proposaient des billets d'avion dans des régions éloignées. Il faut aussi que nos élus locaux s'impliquent et fassent du charme pour séduire les médecins et leur offrir. Il y a sûrement des gens qui ont envie d'aller dans la région et travailler. Mais il y a des moyens pour attirer, mais le privé, par nature, va dans les régions solvables. Et on n'est pas contre. Mais en attendant, le Conseil de la concurrence a dit que 79% des cliniques privées sont concentrées dans 5 villes. Donc, en attendant, moi, ce que je crains, c'est le démantèlement du service public, de l'hôpital public. Et en attendant que le privé vienne s'installer, s'il tarde et on est en train de démanteler, si on continue à donner des 10, 20 dirhams par heure dans des astreintes, moi j'ai peur que tout le système ne s'effondre du fait de la rareté des ressources humaines. Parce que la tendance, avant les gens partaient après la spécialité, maintenant il y en a qui partent la 4e année.
tous les étudiants font de l'allemand, les étudiants en médecine. Oui, il veut partir en Et ils ne participent pas au concours pour faire des spécialités au Maroc. C'est vrai, beaucoup de médecins le rapportent que beaucoup d'étudiants en médecine, déjà au niveau de la première, deuxième année, suivent des cours d'allemand. C'est-à-dire dès le départ, leur intention, c'est de, voilà, ou bien c'est un plan B, c'est-à-dire le garde comme plan B, ou bien c'est leur intention première. Et l'une des raisons qu'ils invoquent, c'est la qualité de leur formation. Est-ce que, par exemple, maintenant on a ouvert un CHE à Tanger, et on a fait appel à des infirmiers anesthésistes du secteur privé, qui n'ont peut-être pas la qualification qu'ont les infirmiers du secteur public. Et on a attendu 7 ou 8 ans pour ouvrir ce CHU, qui a démarré en 2015, et il n'a été ouvert que récemment. À Guelmim, on est en train de construire une fac de médecine, mais dans la ville, il n'y a pas un réanimateur. Alors que pour former des médecins correctement, un CHU est censé avoir 40 spécialités médicales. C'est-à-dire qu'il faut un professeur, un maître assistant, des assistants, il faut plein de... On est en train de construire 3 facultés de médecine. On n'a pas les enseignants. Je ne veux pas être pessimiste sur tout ce tableau. Mais il faut être réaliste quand on fait un diagnostic. Il ne faut pas édulcorer les choses. Ce n'est pas être patriote que d'édulcorer les choses. C'est au contraire de dire les choses. Voilà comment elles sont réellement, et à partir de là, comment on peut s'en sortir. Et de proposer ce qu'on a tenté de faire. De dire qu'il y a des solutions pour... La première des solutions est d'améliorer. Déjà, ça fait 3 ou 4 ans qu'on a toujours les postes budgétaires prévus dans la loi de finances. C'est 5500. Et il remplace, pour les 2 tiers, c'est pour remplacer les départs à la retraite. Et ça, c'est des questions, parce que les réanimateurs qui étaient 220 au début du Covid sont à moins de 190, les anesthésistes réanimateurs. Il y a des régions, je parle de la région Draa, Tafilalt, c'est plus grand que le Benelux en termes de territoire. Et les médecins libéraux ne représentent même pas 10 pour un territoire immense. Donc il y a des questions aussi, on n'arrête pas de... Souvent on ne parle que pour la région Casa, Rabat, Kinitra, Fès, mais l'oriental, à Figuig, il n'avait pas de médecin à l'hôpital, toute la population est sortie manifester. Donc, il faut écouter. Si on fait une vraie revue de la presse, de tout ce qui se passe dans les régions en termes de santé, là, il y a un échographe qui ne marche pas, là, il y a un machin qui ne marche pas, l'IRM, scanner, on ne devrait pas avoir ce discours euphorique qui ne correspond pas à la réalité que les Marocains ressentent dans leur quotidien. Moi, je trouve que la première chose, c'est de respecter les citoyens et de parler vrai, en bon patriote. Si on ne peut pas le faire maintenant, c'est pas grave, mais si on veut vraiment une adhésion, il faut une démarche participative, et pour qu'il n'y ait pas ces difficultés pour faire avancer un projet qui est très important. Heureusement qu'il est devenu priorité royale. Et on espère que ce soit le meilleur moyen de le faire aboutir. Pour l'intérêt de toutes les Marocaines et tous les Marocains. Bon, on va conclure sur cette note d'optimisme. Tsoujni, merci infiniment pour ces éclairages et pour votre contribution fondamentale au débat public sur ces questions-là. Et j'espère vous revoir prochainement. Avec plaisir. Et je remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Urgence économique.